Benoît Hamon est l'invité de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour Bruce Toussaint. Bonjour. Nous allons parler de l'actualité politique, mais avant le mondial de football, la France a gagné hier. Et oui, elle a gagné, elle est qualifiée pour les huitièmes de finale. C'est une bonne nouvelle. On écoute Fabrice Abgral qui commentait cela hier soir sur France Info. Terminé à l'instant même, voilà, sur la victoire de l'équipe de France sur ce but d'Mbappé, inscrit à la 34e minute. L'information, c'est que les Français sont qualifiés pour les huitièmes de finale. Bon, enfin une bonne nouvelle, il n'y en a pas beaucoup. Nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale. Bah, c'est bon, il faut prendre. Vous avez regardé le match ? Oui, j'ai regardé le match, évidemment. Bon. Ouais. Et vous avez, je sais pas, un commentaire ? Non, moi j'ai trouvé que c'était intense comme match, puisqu'on a quand même eu peur jusqu'à la fin. En fait, j'étais triste pour les Péruviens. Ouais. Mais j'étais très content pour nous. Ouais. Mais c'est fait partie des équipes. Je sais pas. D'abord, j'adore leur maillot. Mais en plus, ils étaient tellement derrière leur équipe. Je me dis que soit éliminé. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas revenus. Voilà, j'étais triste pour eux, mais en même temps sacrément soulagé qu'on fasse un match contre le Danemark avec l'esprit un peu plus tranquille. En plus, j'ai trouvé que N'Golo Kanté et Pogba très fort. Varane aussi excellent. Alors une question un peu nulle. Le but français a été marqué par Kylian Mbappé, deuxième joueur le plus cher du monde. Ah oui. Et vous qui aimez bien lutter contre le capitalisme et toutes ces dérives, là on se dit bravo Mbappé. Ah oui, non, mais bon, c'est une question nulle. Il y a deux sujets différents. Est-ce qu'il faut qu'on paye aussi cher des joueurs de foot ? C'est bien quand le journaliste vous dit j'ai une question nulle à poser. Oui, c'est pas mal. Ça, j'adorerais. Normalement, ça devrait vous conforter. Je vais essayer de ne pas faire une réponse trop nulle, mais le président de la République qui n'avait pas de mauvaise question. Mais vous avez vu que la pauvre Anne-Sophie Lapix, qui a osé dire qu'il y avait des millionnaires sur le terrain, s'est fait étrier sur les réseaux sociaux. Oui, il y a honnêtement, les joueurs de foot sont trop payés. Mais bon, après, je préfère dire aussi que le patron de Carrefour est beaucoup trop payé par rapport à Mbappé, parce qu'au moins Mbappé nous donne du plaisir, tandis que le patron de Carrefour lui licencie, mais reçoit une belle prime à la fin. Donc voilà. Fin de la parenthèse sportive. Le président de la République était hier à Quimper, un déplacement qui avait a priori une vocation régionale. Quimper, vous prononcez comme un breton. Oui, c'est bien. D'accord. Je suis un peu breton aussi. Et il en a profité pour parler de l'Europe. Et notamment, on va lire la citation qui fait du bruit aujourd'hui d'Emmanuel Macron qui dénonce la lèpre qui monte en Europe, le nationalisme qui renaît, la frontière fermée que certains proposent. La lèpre qui monte, la formule est évidemment, elle n'est pas forte, elle est violente. Vous la partagez ? Elle est réelle. Quand vous avez le ministre italien de l'Intérieur qui dit, un fasciste de l'extrême droite, qu'on va nettoyer les quartiers italiens. Oui, la Ligue, c'est directement issu de la tradition fasciste italienne, qu'on va nettoyer les rues, quartier par quartier, maison par maison. On a incontestablement aujourd'hui au gouvernement, cet homme est patron de la police italienne, des hommes qui incarnent ce qu'il appelle, lui, la lèpre nationaliste. La question est, malgré tout, n'y a-t-il pas aujourd'hui une autre maladie, une peste néolibérale qui démantèle les services publics, démantèle les protections sociales, remet en cause le droit du travail, finalement abat les défenses des citoyens, et qui ensuite conduit beaucoup de ceux-là, citoyens italiens, français, allemands, à basculer vers l'extrême droite, la xénophobie, la logique du bouc émissaire. Je pense que finalement, la formule, la stratégie d'Emmanuel Macron, qui est de taper fort sur la lèpre nationaliste, a d'abord comme objectif de détourner le regard de la responsabilité de celles et ceux qui font comme métier ou qui ont comme politique aujourd'hui de considérer que la priorité, c'est de baisser les aides sociales, que la priorité, c'est qu'il y ait moins de services publics, que la priorité demain, si on réforme les retraites, c'est qu'il y ait moins de pensions de reversion, que la priorité, c'est de baisser les APL, etc., etc. Ça permet de détourner le regard. Il y a la lèpre. Oui, je pense qu'il y a une vraie responsabilité, en tout cas de ceux qui gouvernent l'Europe. Ça ne m'empêche pas de dire que moi, je n'aime ni ceux qui croient à l'Europe marché et seulement à l'Europe marché, ni ceux qui ne pensent qu'à l'Europe bouc émissaire. Moi, je pense aujourd'hui qu'il faut une force politique authentiquement démocratique et qui dise la seule manière d'éviter que le compte à rebours de l'Union européenne finalement ne s'achève par l'effondrement de ce magnifique projet dans quelques années, parce qu'on y arrive, c'est de restaurer la démocratie européenne. Et la démocratie autour de quelles questions ? Des deux sujets sur lesquels l'Europe peut beaucoup, l'écologie. Objectivement, elle peut beaucoup,
et notamment engager la transition écologique et la conversion du modèle de développement européen à l'écologie, mais aussi les questions sociales, au sens où on peut aujourd'hui organiser la convergence de nos modèles sociaux et la préservation donc de nos services publics. On va reparler de l'Europe à travers les élections européennes, puisque ça va être un des grands rendez-vous politiques auxquels vous vous préparez, Benoît Hamon. Avant ce sondage Opinionway qui a marqué évidemment les esprits, d'après ce sondage Opinionway, 56% des Français, on va le voir, ne souhaitaient pas que l'Aquarius aborde en France. Finalement, il a été à Valence, à Coste en France, oui, qu'il trouve refuge dans un port français. 56% des Français ne le souhaitaient pas. Ça veut dire aussi que l'opinion publique française sur cette question des migrants est un peu au diapason des Italiens, des Autrichiens, oui. des Hongrois. Oui, et moi, ça ne m'empêchera pas de dire que je ne suis pas d'accord avec 56% des Français. Ça ne m'empêchera pas de me battre pour qu'on ait une politique d'accueil. Comment vous l'expliquez ce chiffre? Qu'est-ce que ça raconte? Je pense qu'aujourd'hui, la montée de la xénophobie, de la peur et de l'autre, de l'immigration, qui n'est pas non plus le fruit du hasard. Ça fait quand même des années que ce discours-là, à l'extrême droite, puis ensuite à droite, et puis parfois même à gauche, est devenu très fort. Il y a une forme de consensus chez la totalité des dirigeants de droite et chez certains dirigeants de gauche pour dire, bon écoutez, on ne peut pas faire plus, il faut qu'ils restent chez eux. Alors certains disent qu'il faut fermer les frontières, d'autres qui disent, parce qu'ils sont un peu plus hypocrites, il faut faire du co-développement. Mais la réalité, c'est qu'il faut une politique de l'accueil. Mais je vais vous donner Mais je pense qu'on peut faire. D'abord, on peut permettre, oui, aujourd'hui, pour le 5e pays le plus riche au monde, on peut accueillir 614 personnes sans aucun problème. On peut le faire parce que ce sont des personnes en danger. Ce ne sont même pas des demandeurs d'asile, ce sont simplement des personnes dont la vie était en danger, qui étaient abandonnées sur un bateau et que nous n'avons pas voulu accueillir. Oui, on peut le faire. Mais je vais vous donner un exemple. J'étais à Ouistreham avant-hier. À Ouistreham, il y a des migrants soudanais qui veulent passer en Angleterre parce qu'il y a un ferry. Et il y a 200 bénévoles des Restos du Cœur et d'un collectif de citoyens qui, parce que le maire a décidé de fermer les robinets, évidemment des subventions aux associations, mais aussi des robinets où ces migrants, notamment des mineurs, parfois venaient boire de l'eau, parce qu'on leur enlève les duvets toutes les nuits ou toutes les 2 nuits pour qu'ils ne puissent pas dormir. Bref, il y a une situation de grande pauvreté. Et vous voyez le travail remarquable de ces Français, de ces citoyens qui, tous les jours, se mobilisent. Et au moment où j'y allais, comme par hasard ce jour-là, devant le point où étaient distribués les repas, certains habitants, ou je ne sais pas, des militants politiques avaient mis une grande pancarte avec une flèche pour m'indiquer où il fallait que j'aille, où il y avait marqué « Zoo ». Zoo, parce que ce sont des Soudanais, qu'ils sont noirs, qu'ils sont traités de singes par d'autres. Eh bien, moi, je le dis, il y a quelque chose où, à un moment, le président de la République, il a une responsabilité plus grande que celle de suivre les sondages qui lui disent « Ne permettez pas que l'Aquarius accoste ». Il doit défendre l'identité de la République. Et je vais même vous dire, il doit aussi défendre une forme d'héritage du christianisme social qui est important dans ce pays et qui ne peut pas nous amener à regarder des êtres humains en danger, des êtres humains en détresse, comme aujourd'hui, ces femmes ou ces hommes auxquels on dénie l'humanité, qu'on considère être une charge et qu'ils doivent aller voir ailleurs. Alors c'est tant mieux en plus pour Emmanuel Macron. Il y a eu quelqu'un de beaucoup plus généreux et hospitalier que lui qui s'appelle Pedro Sanchez. Mais pour moi, ça reste une vraie Vous avez pris une photo de la pancarte? Absolument, et je vous la transmets tout à l'heure. Avec plaisir. Là, oui, on la mettra sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Vous restez avec nous, Benoît Hamon, 8h41, l'essentiel de l'info à Katmavé. Après des jours de polémique aux États-Unis, la séance de rattrapage menée par Melania Trump, l'épouse du président, s'est déplacée hier au Texas auprès d'enfants séparés de leurs parents entrés clandestinement. La première dame compatissante, mais étonnamment vêtue d'une veste avec cette inscription « Je m'en fiche complètement ». Son entourage affirme qu'il n'y avait pas de message caché. Du beurre de cacahuète au tabac et aux motos, l'Amérique taxée à 25% par l'Union européenne à partir d'aujourd'hui sur des dizaines de produits fabriqués sur son sol. La riposte de Bruxelles entre en vigueur 3 semaines après les taxes américaines imposées à l'aluminium et à l'acier européen. Quelles alternatives au glyphosate? Question étudiée ce matin à Paris. Les ministres de l'Agriculture et de l'Environnement réunissent les syndicats agricoles, les chercheurs, les industriels, avec la volonté de mettre en place un comité de suivi pour en finir avec l'herbicide controversé. Et puis le foot, la France qualifiée donc pour les 8e de finale du mondial, victoire 1-0 face au Pérou. Les Croates aussi iront en 8e, aux dépens de l'Argentine, humiliée hier soir 3-0. L'Argentine qui est au bord de l'élimination.
France Info. Benoît Hamon, ancien ministre, membre fondateur du mouvement Génération, est l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Nous avons parlé de l'Europe, Benoît Hamon, ce sera pour vous la prochaine échéance électorale. Vous pensiez pouvoir faire une liste avec les écologistes. La perspective semble s'en éloigner, puisque, si j'ai bien compris, les écologistes ont envie d'y aller tout seuls. Vous le confirmez ? Moi, je suis très confiant sur le fait... je pense que l'urgence écologique, elle est partout. J'ai compris qu'ils n'avaient pas envie d'être avec vous. La leçon que je tire de l'élection présidentielle, c'est que d'abord, les Français sont un peu fatigués. Et ma propre campagne m'a beaucoup appris pour cela de toutes les petites histoires des appareils. Donc, ce que je crois, c'est que dans ce pays, et y compris chez les Verts, et bien au-delà, parce que l'écologie politique va bien au-delà, l'urgence écologique, l'urgence aujourd'hui de construire une force politique qui soit une force politique capable à la fois d'incarner l'alternative aux libéraux et aux conservateurs qui dirigent l'Europe et d'incarner un rempart au nationalisme et à toutes les formules de l'anti-européanisme. Je pense aujourd'hui que cette force politique a vocation à être la première opposante d'Emmanuel Macron en France. Et donc, comment ça se traduit politiquement ça se traduira. On est en juin. L'élection présidentielle est dans un an. On va travailler à cela. Et moi, je vous le dis... Vous ne désespérez pas de trouver un accord avec les écologistes. Et je ne pose aucun préalable, et surtout pas de dire que la tête de liste doit être issue de mon mouvement. Je l'ai dit publiquement, je souhaite qu'une grande figure de l'écologie politique puisse incarner ce mouvement-là. C'est un duo. Nous la trouverons. J'ai plein d'idées en tête. Voilà. Juste un nom ? Non, mais j'en ai pas. Si vous ne donnez pas, il y en a plein. Ça peut être quelqu'un de la société civile, ça peut être un homme, une femme, un vieux, un jeune. Ça peut être un homme, une femme, quelqu'un de la société civile, quelqu'un aussi avec une responsabilité politique. Je donnerai pas de nom. Allez, on ne va pas aller plus loin. Savez-vous que votre nom est en passe de devenir un nom commun, usuel dans la vie politique, vous ne le saviez pas. Vous allez écouter Maël de Calan, qui est un responsable républicain, et qui lundi matin sur l'antenne de France Info, après la crise de Wauquiez-Calmels, parlait de Laurent Wauquiez. Écoutez. Depuis septembre, il a adopté une ligne qui est celle du rétrécissement de la droite. Pendant ma campagne pour la présidence des Républicains, je parlais de harmonisation de la droite. Ce serait bien que sur le fond, il s'harmonise un peu, notamment Maël de Calan, il faudrait qu'il change un petit peu ses formules. Moi, j'adorerais qu'il s'harmonise, Wauquiez, ça lui ferait un peu de bien. C'est pas dans ce sens-là que c'était dit. Mais je pense que ça pourrait le rendre un peu plus aimable et estimable, voyez-vous. Alors, il y a deux sens à harmonisation qui est en train d'entrer, on le voit dans le débat politique. Oui, non, mais bon... Et c'est un peu la marginalisation qui était évoquée là. Vous risquez pas la marginalisation ? Non, je pense que c'est la social-démocratie qui se marginalise. Sinon, écoutez, regardons les choses. Je comprends le raisonnement de Maël de Calan, il est également celui de François Hollande. François Hollande dit « S'il m'est arrivé un malheur, c'est la faute des frondeurs et de Benoît Hamon ». D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon dit « Si je ne suis pas passé au second tour, c'est aussi la faute de Benoît Hamon ». Comme quoi, 30 ans passés ensemble à Solferino leur ont donné des points communs à l'un et à l'autre. Mais je veux juste dire à ceux-là que si c'était le cas, si c'était la faute des frondeurs, si c'était ma faute, il se passerait qu'en Allemagne, la social-démocratie s'effondrerait parce qu'il y a des frondeurs. En Espagne, parce qu'il y a des frondeurs. Partout, parce qu'il y a des frondeurs. Or, il n'y avait pas de frondeurs. L'effondrement de la social-démocratie est un fait politique en Europe. Et il repose sur une réalité, c'est que la social-démocratie, les socialistes, ne trouvent plus beaucoup d'utilité. Socialement, ils ne sont plus très utiles. Démocratiquement, ils n'ont même pas de projet d'une nouvelle république. Écologiquement, ils sont moins clairs que les autres. On a pu penser qu'Emmanuel Macron était social-démocrate. Oui, on peut... Il n'est pas ? Non, mais vous êtes sérieux, vous avez quand même un peu d'expérience comme journaliste. S'il est social-démocrate, alors c'est le pompon. Et moi, je suis quoi Il l'a fait croire à un moment donné. Oui, on a le droit de participer à une sorte d'immense imposture. Mais si la social-démocratie, c'était notamment la référence à Michel Rocard... Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui de rocardien à vouloir supprimer les aides sociales, Michel Rocard ayant fait le RMI? Qu'est-ce qu'il y a de rocardien à se détourner de la démocratie sociale et même de restreindre le champ de la démocratie? Il y a quelque chose qui fonctionne mal dans ce pays, c'est la qualité de la vie démocratique. Pourquoi ? Parce que beaucoup de citoyens ont le sentiment, finalement, que pour des décisions simples qui les concernent, même pour cela, ils ne sont pas respectés, pas écoutés. C'est d'ailleurs assez frappant de voir que de collectifs d'usagers qui veulent qu'on garde un bureau de poste, de fonctionnaires ou de salariés chez Carrefour, de gens qui disent « Écoutez, on a un avis sur ces décisions que vous prenez », ils ont le sentiment systématiquement de ne pas être écoutés. Et je pense qu'il y a là
un peu plus d'ailleurs que du mépris. Moi, je crois que quand on regarde ce qui va se faire sur les APL, sur les aides sociales, la manière dont Emmanuel Macron parle quand il parle aux gens les plus modestes. Je pense que le macronisme, c'est une forme de racisme social. Voilà. Alors on était parti d'une forme de racisme social. Non, c'était juste la formule ou frappe, c'est ce que vous voulez dire. Oui, mais au sens où, alors je m'explique, au sens où je considère que dans le comportement qui est celui d'Emmanuel Macron, quand il parle aux personnes les plus modestes, quand il parle de pognon pour ceux qui bénéficient des aides sociales, quand il parle des illettrés, quand il parle des sans-costards, etc., le ton qu'il utilise, il se comporte un petit peu comme on imagine que se comporterait un colon avec un colonisé, comme des citoyens de seconde zone, comme des grands enfants qui ne seraient pas assez lucides, pas assez responsables pour savoir ce qui est bon pour eux. Oui, je dis, aujourd'hui, le macronisme, c'est une forme de racisme social. Pourtant, il est issu de votre parti. Non, il n'a jamais été membre de mon parti, je ne crois pas. Membre du Parti Socialiste il l'a été par intermittence. Écoutez, et il a travaillé avec un président de la République socialiste. Ça montre bien qu'il y a bien besoin de passer à autre chose, parce que quand on en arrive à cela, et que ça m'invite à continuer sur le sillon que j'ai creusé, et sur la nécessité aujourd'hui, tant sur la question écologique que sur la question sociale et la question démocratique, à penser à un nouveau projet pour une grande gauche écologiste. Et vous pensez trouver un espace politique? Vous n'avez pas peur de la marginalisation? C'est le début de la question. Je pense que c'est l'espace le plus large. D'accord, donc vous êtes confiant sur la suite. On a vu que vous repreniez contact avec Olivier Faure. C'est bien, ça vous fait marrer. Non, mais je m'amuse de ça. Vous avez téléphoné et je crois que vous allez déjeuner ensemble. Un coup de téléphone devient un événement politique. Alors, ce qui serait curieux, c'est que je ne puisse même pas lui téléphoner. Moi, écoutez, j'ai été candidat à l'élection présidentielle. Je me situe dans mon engagement au milieu ou au cœur de la gauche. Je parle à tout le monde et j'ai aucun problème à parler avec tout le monde. Mais de là à imaginer demain des alliances politiques... Là, il y a un chemin que prennent certains journalistes qui ne correspond à aucune sorte de réalité. D'accord. Vous restez avec nous, Benoît Hamon. Il est 8h50, l'essentiel de l'info. Agathe Mahuet. Une nouvelle affaire Aquarius, peut-être au large des côtes italiennes. Rome, en tout cas, veut intercepter et immobiliser 2 navires d'une ONG allemande avec plus de 200 migrants à bord, secourus près de la Libye. Le ministre italien des Transports invoque un non-respect du droit international. L'ONU, à ce sujet, dévoile ce chiffre. Près de 220 personnes se sont noyées depuis mardi en Méditerranée en tentant de gagner l'Europe. Route migratoire qui, au total, a fait plus de 1000 morts ces 6 derniers mois. Aucun train en ce moment au départ et à l'arrivée de la gare de Nancy en raison d'une panne sur un poste d'aiguillage. La circulation ferroviaire est totalement interrompue. La SNCF, où la grève a repris, mais avec moins de perturbations que ces dernières semaines. Les épreuves du bac, elles, continuent. Mathématiques pour la filière générale. Ce matin, la SNCF, qui de fait maintient son dispositif de prise en charge en priorité des candidats au bac. Et puis l'éducation nationale qui réagit à Aulnay-sous-Bois. 4 surveillants filmés en train d'humilier un enfant de Secpa, un collégien handicapé. Sur les images, le garçon est en pleurs. Autour de lui, les adultes sont hilars. Ils ont été suspendus à titre conservatoire. France Info. Benoît Hamon, ancien ministre, membre fondateur du mouvement Génération et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. La qualité du dialogue social, vous en avez parlé, la CGT veut poursuivre la lutte contre le projet pas contre le projet, d'ailleurs, contre la loi réformant maintenant la SNCF. Des grèves sont annoncées début juillet qui pourraient perturber les départs en vacances. Et quand nous avons soumis cette hypothèse à Nicolas Hulot, qui était notre invité hier, le ministre de la Transition écologique a répondu ceci. Je ne trouve pas que cette perspective soit très responsable. Voilà, je le dis très sincèrement. Cette idée de saisir les jours où les Français vont enfin avoir un peu de repos et de leur apporter de la difficulté à la difficulté, je ne partage pas cette stratégie. Il y a un moment ou un autre, il faut savoir s'arrêter. Voilà. Vous êtes d'accord avec Nicolas Hulot? Il faut savoir s'arrêter à un moment. C'est dommage qu'il arrête les trains, lui. C'est dommage qu'il ait laissé... parce qu'il est responsable, c'est lui qui a la tutelle des transports, oui, qui laisse une réforme fermer des gares, des petites lignes, parce que le service public coûterait désormais trop cher. Mais le Parlement l'a voté. Non, mais je vous le dis parce que Nicolas Hulot... Non. Je le dis à Nicolas Hulot, oui, parce que c'est tellement facile de faire ce qu'il fait. Moi non plus, j'ai pas envie de me retrouver comme n'importe quel Français avec des vacances retardées ou empêchées parce qu'il n'y a pas mon train. Évidemment, ça fait plaisir à personne. Mais il fait porter toute la responsabilité sur qui? Sur des gens qui se battent pas pour eux,
dans la réalité, qui se battent pour l'idée qu'ils se font du service public. J'évoquais tout à l'heure des bureaux de poste, mais c'est pareil. Il y a des territoires aujourd'hui en France où vous n'aurez pas de service public. Mais à un moment... oui, mais c'est quand même grave. À un moment, est-ce que démocratiquement... Mais j'entends ce que vous dites démocratiquement, mais elles s'arrêteront, elles finiront bien par s'arrêter un jour, mais il y a quand même plus de responsabilités du côté de ceux, justement, qui ont les leviers du pouvoir, que du côté de ceux qui n'ont pas d'autre choix que de faire grève. Plus de responsabilité, notamment d'ouvrir un vrai dialogue. Est-ce que ce dialogue existe? Manifestement non. Il n'y en a jamais eu sur cette question-là. Et c'est pour ça que, franchement, Nicolas Hulot, jouer les petits télégraphistes d'Édouard Philippe et d'Emmanuel Macron pour taper sur les grévistes, bon voilà, moi je l'aurais attendu sur, oui, le train c'est important, oui, il faudrait qu'il y en ait un peu plus, qu'il y ait de camions ou d'autocars. Or, Nicolas Hulot aura été le ministre qui aura piloté ou finalement chapeauté une réforme de la SNCF qui augmentera le trafic routier. C'est pour ça que je suis agacé. Voilà, je trouve que c'est. Vous avez réglé son compte à Nicolas Hulot. Non, je ne règle pas son compte. Mais je vais vous dire, je vais même lui faire donner un compliment maintenant. Bravo s'il obtient que soit inscrit dans la Constitution, article 1er, la question écologique. Bravo. D'accord. Mais alors la conséquence, sauf à ce que la Constitution soit un bout de papier qu'on jette, c'est que ça suppose un changement radical de la politique du gouvernement qui, dans le respect de la Constitution, devra interdire le glyphosate, devra clairement prendre le tournant de la transition énergétique et écologique, devra, sur les perturbateurs endocriniens, prendre les décisions qui n'ont pas été prises. Vous vous rendez compte quand même, sur ce sujet, j'en avais parlé pendant la présidentielle, et je me réjouis qu'il y ait beaucoup de gens qui me disent maintenant, sur la taxe sur les robots, sur le revenu universel, sur les perturbateurs endocriniens, je suis d'accord avec vous, vous aviez raison. Eh bien, sur ces sujets, rien n'a avancé. D'accord. Rien n'a avancé. Donc, Nicolas Hulot, plutôt que de sortir sa règle en bois, question simple, réponse. Je préférerais qu'il soit plus utile. Question simple, réponse simple. Oui, j'en profite pour lui dire que la loi littorale qui est remise en cause et qui va favoriser le bétonnage de nos côtes, là encore, c'est pas très, très écolo. Question simple, réponse simple. La grève en juillet, est-ce qu'elle est légitime? Comment vous dire? Le mot légitime, c'est pas le mot. C'est pas. Oui, c'est légitime. Au regard des droits qui sont les leurs, oui, ils ont le droit de le faire. La question, c'est. Moi, est-ce qu'elle est politiquement acceptable? Si vous voulez, pas légitime. Oui, elle est politiquement acceptable dès lors que. Vous la soutenez? Je la soutiens. Je suis pas. Moi, en tout cas, je dis que depuis le début et jusqu'au bout, je serai avec ceux qui, chez les cheminots, se battent pour le service public. Donc oui, je suis avec eux et que les Français sachent que c'est pas 1 ou 2 jours en été qu'ils vont ne plus pouvoir aller en train. Pour des centaines de milliers de Français, ils ne pourront plus voyager en train quand ils sont dans des territoires où la gare fermera et la ligne fermera. C'est ça la conséquence de la réforme SNCF. Vous aurez des grandes gares qui seront des super centres commerciaux comme à Saint-Lazare, mais il y aura des gares où il y aura tout simplement plus de trains et plus de cheminots. Donc moi, je me bats pour ça, pour qu'il y ait encore des trains. Le Parisien, ce matin, revient sur les comptes de votre campagne présidentielle en parlant de petits arrangements. On va voir le Parisien qui dit que vous avez bénéficié de ristournes. Le coût total des rabais sont de 311 000 € sur une facture d'1,7 million. C'est un tiers de plus que ce qu'a obtenu Emmanuel Macron, dont vous disiez le fait de baisser une facture, c'est un financement déguisé. Vous le disiez pour Emmanuel Macron. Oui, parfaitement. Vous avez bénéficié, vous aussi, de j'ai bénéficié d'une ristourne, mais j'ai aucun problème. D'ailleurs, non seulement j'ai été transparent, tous ces documents qu'a épluché le Parisien, c'est du réchauffé, puisqu'ils avaient été transmis par mes soins au Nouvel Observateur qui faisait cette enquête. Donc tout ceci a été rendu déjà largement public, et le Parisien sait parfaitement que ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que la ristourne dont on parle est une ristourne que la société Match Event a fait à ma campagne et qu'elle fait pour des prestations identiques à d'autres clients. Même argument qu'Emmanuel Macron? Absolument pas. Non, absolument pas, puisque pour Emmanuel Macron, c'était du gré à gré. Aucune ouverture à la concurrence, absolument des cadeaux et des prestations gratuites qui lui ont été offertes, donc rien à voir. Et ça, ce que je veux simplement dire, c'est que les titres, petits arrangements, les insinuations, les papiers qui finalement alimentent l'idée qu'il y aurait des gens malhonnêtes, ça, c'est dégueulasse. Et je le dis parce que le Parisien l'a fait sciemment. Ce que le Parisien ne dit pas... Le Parisien, il y a Anticor qui porte sur la base, vous aussi. Non, mais sur la base de... La plainte moi, j'ai aucun problème. La plainte d'Anticor, elle est dégueulasse. Problème avec ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai aucun problème avec ça. C'est que le Parisien aurait pu dire que le compte le moins réformé, celui... Non, mais ok, attendez. Anticor. Non, je vous dis, le compte le moins réformé, 58 000 €, c'est lequel ? Celui de Benoît Hamon. Qui a été transparent depuis le début ? Benoît Hamon. Qui fait du réchauffé ? Le Parisien. Et je le dis, avec, et c'est
proprement scandaleux, avec des insinuations, petits arrangements, arroseurs arrosés, dont ils savent très bien qu'au terme de dizaines d'heures où ils ont épluché mes comptes, cela ne repose sur rien. Donc c'est ce que vous dites aussi à l'Anticor. Mais oui, mais je suis très tranquille. De toute façon, la plainte n'avait pas encore été déposée. Si elle est contre X, ce ne sera pas non plus contre nous. Et moi, j'ai aucun problème. Je pense qu'Anticor fait son boulot. Et ils ont raison. Il y a des articles de presse. Ils lisent aussi. Ils lisent Le Parisien, ils lisent l'Obs. Mais je peux vous assurer que je ne redoute rien de tout cela. Et ils écoutent simplement... France Info. Pardon ? Et ils écoutent France Info. Oui, voilà, mais avec plaisir. Et donc, Bien. je suis très tranquille. Merci beaucoup. Merci, Benoît, Bruce très bonne Poussin. journée.